La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 13 du livre audio. Suite du tome 2. 12. Ce que venait faire Monsieur de Guise au Louvre. Derrière Monsieur de Guise venaient en grand nombre des officiers, des courtisans, des gentilshommes. Derrière cette brillante escorte venait le peuple, escorte moins brillante, mais plus sûre et surtout plus redoutable. Seulement les gentilshommes étaient entrés au palais et le peuple était resté à la porte. C'était des rangs de ce peuple que les cris partaient encore, au moment même où le duc de Guise, qu'il avait perdu de vue, pénétrait dans la galerie. À la vue de cette espèce d'armée qui faisait cortège aux héros parisiens chaque fois qu'il apparaissait dans les rues, les gardes avaient pris les armes et, rangés derrière leur brave colonel, lançaient au peuple des regards menaçants, aux triomphateurs des provocations muettes. Guise avait remarqué l'attitude de ces soldats que commandait Grillon. Il adressa un petit salut plein de grâce au colonel qui, l'épée au poing, se tenait à 4 pas en avant de ces hommes, et qui demeura roide et impassible dans sa dédaigneuse immobilité. Cette révolte d'un homme et d'un régiment contre son pouvoir si généralement établi frappa le duc. Son front devint un instant soucieux, mais, à mesure qu'il s'approchait du roi, son front s'éclaircit, si bien que, comme nous l'avons vu arriver au cabinet de Henri III, il y entra en souriant. « Ah, c'est vous, mon cousin, dit le roi, comme vous menez grand bruit. Est-ce que les trompettes ne sonnent pas ? Il m'avait semblé les entendre. Sire, répondit le duc, les trompettes ne sonnent à Paris que pour le roi, en campagne que pour le général, et je suis trop familier à la fois avec la cour et avec les champs de bataille pour m'y tromper. Ici, les trompettes feraient trop de bruit pour un sujet. Là-bas, elles n'en feraient point assez pour un prince. Henri se mordit les lèvres. « Par la mordieu, dit-il, après un silence employé à dévorer des yeux le prince Lorrain. Vous êtes bien reluisant, mon cousin. Est-ce que vous arrivez du siège de la Charité d'aujourd'hui seulement ? D'aujourd'hui seulement, oui, sire, répondit le duc avec une légère rougeur. Ma foi, c'est beaucoup d'honneur pour nous, mon cousin, que votre visite. Beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur. Henri III répétait les mots quand il avait trop d'idées à cacher, comme on épaissit les rangs des soldats devant une batterie de canons qui ne doit être démasquée qu'à un certain moment. Beaucoup d'honneur, répéta Chicot avec une intonation si exacte qu'on eût pu croire que ces 2 mots venaient encore du roi. Sire, dit le duc, votre majesté veut railler sans doute. Comment ma visite pourrait-elle honorer celui de qui vient tout honneur ? Je veux dire, monsieur de Guise, répliqua Henri, que tout bon catholique a l'habitude, au retour de la campagne, d'aller voir Dieu d'abord, dans quelqu'un de ses temples. Le roi ne vient qu'après Dieu. Honorez Dieu, servez le roi. Vous savez, mon cousin, c'est un axiome moitié religieux, moitié politique. La rougeur du duc de Guise fut cette fois plus distincte. Le roi, qui avait parlé en regardant le duc bien en face, vit cette rougeur, et son regard, comme guidé par un mouvement instinctif, étant passé du duc de Guise au duc d'Anjou, il vit avec étonnement que son bon frère était aussi pâle que son beau cousin était rouge. Cette émotion, se traduisant de 2 façons si opposées, le frappa. Il détourna les yeux avec affectation et prit un air affable, velours sous lequel personne mieux que Henri III ne savait cacher ses griffes royales. « En tout cas, duc, dit-il, rien n'égale ma joie de vous voir échapper à toutes ces mauvaises chances de la guerre, quoique vous cherchiez le danger, dit-on, d'une façon téméraire. Mais le danger vous connaît, mon cousin. Il vous fuit. » Le duc s'inclina devant le compliment. « Aussi je vous dirais, mon cousin, ne soyez pas si ambitieux de périls mortels, car ce serait en vérité bien dur pour des fainéants comme nous, qui dormons, qui mangeons,
qui chassons, et qui, pour toute conquête, inventons de nouvelles modes et de nouvelles prières. » »« Oui, sire, » dit le duc, se rattachant à ce dernier mot. « Nous savons que vous êtes un prince éclairé et pieux, et qu'aucun plaisir ne peut vous faire perdre de vue la gloire de Dieu et les intérêts de l'Église. C'est pourquoi nous sommes venus avec tant de confiance vers votre majesté. »« Regarde donc la confiance de ton cousin, Henri, » dit Chicot en montrant au roi les gentilshommes qui, par respect, se tenaient hors de l'appartement. « Il en a laissé un tiers à la porte de ton cabinet et les 2 autres tiers à celle du Louvre. »« Avec confiance, » répéta Henri. « Ne venez-vous point toujours avec confiance près de moi, mon cousin ? » ?»« Sire, je m'entends. Cette confiance dont je parle a rapport à la proposition que je compte vous faire. »« Ah ah ! Vous avez à me proposer quelque chose, mon cousin ? Alors parlez avec confiance, comme vous dites, avec toute confiance. Qu'avez-vous à nous proposer ? » ?»« L'exécution d'une des plus belles idées qui ait encore ému le monde chrétien depuis que les croisades sont devenues impossibles. »« Parlez, duc. »« Sire, » continua le duc, mais cette fois en haussant la voix de manière à être entendu de l'antichambre. « Sire, ce n'est pas un vain titre que celui de roi très chrétien. Il oblige à un zèle ardent pour la défense de la religion. Le fils aîné de l'Église, et c'est votre titre, sire, doit être toujours prêt à défendre sa mère. »« Tiens, » dit Chicot, « mon cousin qui prêche avec une grande rapière au côté et une salade en tête. C'est drôle. Ça ne m'étonne plus que les moines veuillent faire la guerre. Henri, je te demande un régiment pour Gorenflot. » Le duc finit de ne pas entendre. Henri croisa ses jambes l'une sur l'autre, posa son coude sur son genou et emboîta son menton dans sa main. « Est-ce que l'Église est menacée par les Sarrasins, mon cher duc ? » demanda-t-il. « Ou bien aspireriez-vous par hasard au titre de roi ? » ?»« De Jérusalem. »« Sire, » reprit le duc, « cette grande affluence de peuple qui me suivait en bénissant mon nom ne m'honorait de cet accueil, croyez-le bien, que pour payer l'ardeur de mon zèle à défendre la foi. J'ai déjà eu l'honneur de parler à votre majesté, avant son avènement au trône, d'un projet d'alliance entre tous les vrais catholiques. »« Oui, oui, » dit Chicot, « oui, je m'en souviens, moi, la Ligue, ventre de biche, Henri la Ligue, par Saint-Barthélemy. La Ligue, mon roi. Sur ma parole, tu es bien oublieux, mon fils, de ne point te souvenir d'une si triomphante idée. » Le duc se retourna au bruit de ces paroles et laissa tomber un regard dédaigneux sur celui qui les avait prononcées, ne sachant pas combien ces paroles avaient de poids sur l'esprit du roi, surchargées qu'elles étaient des révélations toutes récentes de M. de Morvilliers. Le duc d'Anjou en fut ému, lui, et appuyant un doigt sur ses lèvres, il regarda fixement le duc de Guise, pâle et immobile comme la statue de la circonspection. Cette fois, le roi ne s'apercevait point du signe d'intelligence qui reliait entre eux les intérêts des 2 princes. Mais Chicot, s'approchant de son oreille, sous prétexte de planter une de ses 2 poules dans les chaînettes en rubis de sa toque, lui dit tout bas : « Vois ton frère, Henri. » L'œil de Henri se leva rapide. Le doigt du duc s'abaissa presque aussi prompt. Mais il était déjà trop tard. Henri avait vu le mouvement et deviné la recommandation. « Sire, » continua le duc de Guise, qui avait bien vu l'action de Chicot, mais qui n'avait pu entendre ses paroles. « Les catholiques ont, en effet, appelé cette association la Sainte Ligue, et elle a pour but principal de fortifier le trône contre les Huguenots, ses ennemis mortels. »« Bien dit !» s'écria Chicot. « J'approuve, pédibus et nous tout. » « Mais, » continua le duc, « c'est peu de s'associer, sire, c'est peu de former une masse, si compacte qu'elle soit. Il faut lui imprimer une direction. Or, dans un royaume comme la France, plusieurs millions d'hommes ne se rassemblent pas sans l'aveu du roi. »« Plusieurs millions d'hommes !» fit Henri, n'essayant aucun effort pour dissimuler une surprise qu'on eût pu, avec raison, interpréter comme de la frayeur. « Plusieurs millions d'hommes !»
répéta Chicot, léger noyau des mécontents, et qui, s'il est planté comme je n'en doute point, par des mains habiles, fera pousser de jolis fruits. Pour cette fois, la patience du duc parut être à bout. Il serra ses lèvres dédaigneuses et, pressant la terre d'un pied dont il n'osait point la frapper, « Je m'étonne, sire, dit-il, que votre majesté souffre qu'on m'interrompe si souvent quand j'ai l'honneur de lui parler de matières si graves. » Chicot, à cette démonstration, dont il parut sentir toute la justesse, tourna autour de lui des yeux furibonds et, imitant la voix glapissante de l'huissier du Parlement, « Silence donc !» s'écria-t-il, « ou, ventre de biche, on aura affaire à moi !» « Plusieurs millions d'hommes, reprit le roi, qui avait peine à avaler le chiffre. C'est flatteur pour la religion catholique. Mais, en face de ces plusieurs millions d'associés, combien y a-t-il donc de protestants dans mon royaume ?» Le duc parut chercher. « 4, dit Chicot. Cette nouvelle saillie fit éclater de rire les amis du roi, tandis que Guise fronçait le sourcil, et que les gentilshommes de l'antichambre murmuraient hautement contre l'audace du Gascon. Le roi se tourna lentement vers la porte d'où venaient ces murmures, et, comme lorsqu'il le voulait, Henri avait un regard plein de dignité, les murmures cessèrent. Puis, ramenant ce même regard sur le duc, sans rien changer à son expression, « Voyons, monsieur, dit-il, que demandez-vous ? » ?»« Au but, au but. » »« Je demande, sire, car la popularité de mon roi m'est plus chère encore peut-être que la mienne, je demande que votre majesté montre clairement qu'elle nous est aussi supérieure dans son zèle pour la religion catholique que pour toutes les autres choses, et qu'elle ôte ainsi tout prétexte aux mécontents de recommencer les guerres. »« Ah, s'il ne s'agit que de guerre, mon cousin, dit Henri, j'ai des troupes, et rien que sous vos ordres vous tenez, je crois, dans le camp que vous venez de quitter pour me donner ces excellents conseils, près de 25 000 hommes. Sire, quand je parle de guerre, j'aurais dû peut-être m'expliquer. Expliquez-vous, mon cousin. Vous êtes un grand capitaine, et j'aurais, vous n'en doutez pas, plaisir à vous entendre discourir sur de pareilles matières. Sire, je voulais dire que, par le temps qui court, les rois sont appelés à soutenir 2 guerres, la guerre morale, si je puis m'exprimer ainsi, et la guerre politique, la guerre contre les idées et la guerre contre les hommes. Mordieu, dit Chicot, comme c'est puissamment exposé. Silence, fou, dit le roi. Les hommes, continua le duc, les hommes sont visibles, palpables, mortels. On les joint, on les attaque, on les bat. Et, quand on les a battus, on leur fait leur procès et on les pend. Ou mieux encore. Oui, dit Chicot, on les pend sans leur faire leur procès. C'est plus court et plus royal. Mais les idées, continua le duc, on ne les rencontre point ainsi. Sire, elles se glissent invisibles et pénétrantes. Elles se cachent surtout aux yeux de ceux-là qui veulent les détruire. Abritées au fond des âmes, elles y projettent de profondes racines. Et plus on coupe les rameaux imprudents, qui sortent au dehors, plus les racines intérieures deviennent puissantes et inextirpables. Une idée, sire, c'est un nain géant qu'il faut surveiller nuit et jour, car l'idée qui rampait hier à vos pieds, demain dominera votre tête. Une idée, sire, c'est l'étincelle qui tombe sur le chaume. Il faut de bons yeux en plein jour pour deviner les commencements de l'incendie. Et voilà pourquoi, sire, des millions de surveillants sont nécessaires. « Voilà les 4 huguenots de France à tous les diables !» s'écria Chicot. « Ventre de biche, je les plains. » « Et c'était pour veiller à cette surveillance, continua le duc, que je proposais à votre majesté de nommer un chef à cette sainte union. »« Vous avez parlé, mon cousin ?» demanda Henri au duc. « Oui, sire, et sans détour, comme a pu le voir votre majesté. » Chicot poussa un soupir effrayant, tandis que le duc d'Anjou, remis de sa frayeur première, souriait au prince Lorrain. « Eh bien, dit le roi à ceux qui l'entouraient, que pensez-vous de cela, messieurs ?» Chicot, sans rien répondre, prit son chapeau et ses gants, puis, empoignant une peau de lion par la queue,
il la traîna dans un coin de l'appartement et se coucha dessus. « Que faites-vous, Chicot » demanda le roi. « Sire, dit Chicot, la nuit, prétend-on, est bonne conseillère. Pourquoi prétend-on cela ? Parce que la nuit on dort. Je vais dormir, sire, et demain, à tête reposée, je rendrai réponse à mon cousin de Guise. » Et il s'allongea jusqu'aux ongles de l'animal. Le duc lança au Gascon un furieux regard, auquel, en rouvrant un œil, celui-ci répondit par un ronflement pareil au bruit du tonnerre. « Eh bien, sire, demanda le duc, que pense votre majesté ? » « Je pense que, comme toujours, vous avez raison, mon cousin. Convoquez donc vos principaux ligueurs, venez à leur tête, et je choisirai l'homme qu'il faut à la religion. »« Et quand cela, sire ? demanda le duc. »« Demain. » Et, en prononçant ce dernier mot, il divisa habilement son sourire. Le duc de Guise en eut la première partie, le duc d'Anjou la seconde. Ce dernier allait se retirer avec la cour, mais au premier pas qu'il fit dans cette intention, « Restez, mon frère, dit Henri, j'ai à vous parler. » Le duc de Guise appuya un instant sa main sur son front comme pour y comprimer un monde de pensées et partit avec toute sa suite, qui se perdit sous les voûtes. Un instant après, on entendit les cris de la foule qui saluait sa sortie du Louvre, comme elle avait salué son entrée. Chicot ronflait toujours, mais nous n'oserions pas répondre qu'il dormait. 13. Castor et Pollux. Le roi avait congédié tous les favoris, en même temps qu'il retenait son frère. Le duc d'Anjou, qui, pendant toute la scène précédente, avait réussi à conserver l'attitude d'un homme indifférent, excepté aux yeux de Chicot et du duc de Guise, accepta sans défiance l'invitation de Henri. Il n'avait aucune connaissance de ce coup d'œil que le Gascon lui avait fait envoyer par le roi et qui avait surpris son doigt indiscret trop près de ses lèvres. « Mon frère, dit Henri, après s'être assuré qu'à l'exception de Chicot, personne n'était resté dans le cabinet, et en marchant à grands pas de la porte à la fenêtre. « Savez-vous que je suis un prince bien heureux ?»« Sire, dit le duc, le bonheur de votre majesté, si véritablement votre majesté se trouve heureuse, n'est qu'une récompense que le ciel doit à ses mérites. » Henri regarda son frère. « Oui, bien heureux, reprit-il, car lorsque les grandes idées ne me viennent pas, à moi, elles viennent à ceux qui m'entourent. Or, c'est une grande idée que celle que vient d'avoir mon cousin de Guise. » Le duc s'inclina en signe d'assentiment. Chicot ouvrit un œil, comme s'il n'entendait pas si bien les deux yeux fermés, et comme s'il avait besoin de voir le visage du roi pour mieux comprendre ses paroles. « En effet, continua Henri, réunir sous une même bannière tous les catholiques, faire du royaume l'Église, armer ainsi, sans en avoir l'air, toute la France, depuis Calais jusqu'au Languedoc, depuis la Bretagne jusqu'à la Bourgogne, de manière que j'ai toujours une armée prête à marcher contre l'anglais, le flamand ou l'espagnol, sans que jamais le flamand, l'espagnol ni l'anglais puissent s'en alarmer. Savez-vous, François, que c'est là une magnifique pensée ? » « N'est-ce pas, sire ? » dit le duc d'Anjou, enchanté de voir que son frère abondait dans les vues du duc de Guise, son allié. « Oui, et j'avoue que je me sens porté de tout mon cœur à récompenser largement l'auteur d'un si beau projet. » Chicot ouvrit les deux yeux, mais il les referma aussitôt. Il venait de surprendre sur la figure du roi un de ces imperceptibles sourires, visibles pour lui seul, qui connaissait son Henri mieux que personne. Et ce sourire lui suffisait. « Oui, continua le roi, je le répète, un tel projet mérite récompense, et je ferai tout pour celui qui l'a conçu. Est-ce véritablement le duc de Guise, François, qui est le père de cette belle idée, ou plutôt de cette belle œuvre ? Car l'œuvre est commencée, n'est-ce pas, mon frère ? » Le duc d'Anjou fit signe qu'effectivement la chose avait reçu un commencement d'exécution. « De mieux en mieux, reprit le roi. J'avais dit que j'étais un prince bien heureux. J'aurais dû dire trop heureux. François,
puisque non seulement ces idées viennent à mes proches, mais encore que, dans leur empressement à être utiles à leur roi et à leurs parents, ils exécutent ces idées. Mais je vous ai déjà demandé, mon cher François, dit Henri en posant sa main sur l'épaule de son frère, je vous ai déjà demandé si c'était bien à mon cousin de Guise que je devais être reconnaissant de cette royale pensée. Non, sire, monsieur le cardinal de Lorraine l'avait déjà eu il y a plus de 20 ans, et la Saint-Barthélemy seul en a empêché l'exécution. Ou plutôt, momentanément, en a rendu l'exécution inutile. Ah, quel malheur que le cardinal de Lorraine soit mort, dit Henri. Je l'aurais fait papéfier à la mort de sa sainteté Grégoire XIII. Mais il n'en est pas moins vrai, continua Henri avec cette admirable bonhomie qui faisait de lui le premier comédien de son royaume. Il n'en est pas moins vrai que son neveu a hérité de l'idée et l'a fait fructifier. Malheureusement, je ne peux pas le faire pape, lui. Mais je le ferai. Qu'est-ce que je pourrais donc le faire qu'il ne fût pas François ? Sire, dit François, complètement trompé aux paroles de son frère, vous exagérez les mérites de votre cousin. L'idée n'est qu'un héritage, comme je vous l'ai déjà dit, et un homme l'a fort aidé à cultiver cet héritage. Son frère le cardinal, n'est-ce pas ? Sans doute. Il s'en est occupé, mais ce n'est point lui encore. C'est donc Mayenne ? Oh, sire, dit le duc, vous lui faites trop d'honneur. C'est vrai. Comment supposer qu'une idée politique vint à un pareil boucher ? Mais à qui donc dois-je être reconnaissant de cette aide donnée à mon cousin de Guise, François ? À moi, sire, dit le duc. À vous, fit Henri, comme s'il était au comble de l'étonnement. Chicot rouvrit un œil. Le duc s'inclina. Comment, dit Henri, quand je voyais tout le monde déchaîné contre moi, les prédicateurs contre mes vices, les poètes et les faiseurs de pasquilles contre mes ridicules, les docteurs en politique contre mes fautes, tandis que mes amis riaient de mon impuissance, tandis que la situation était devenue si perplexe que je maigrissais à vue d'œil et faisais des cheveux blancs chaque jour, une idée pareille vous est venue. François. Avoue que, je dois l'avouer, tenez, l'homme est faible et les rois sont aveugles. Avoue que je ne regardais pas toujours comme mon ami. Ah, François, que je suis coupable. Et Henri, attendri jusqu'aux larmes, tendit la main à son frère. Chicot rouvrit les deux yeux. Oh, mais, continua Henri, c'est que l'idée est triomphante. Ne pouvant lever d'impôts ni lever de troupes sans faire crier, ne pouvant me promener, dormir ni aimer sans faire rire, voilà que l'idée de monsieur de Guise, ou plutôt la vôtre, mon frère, me donne à la fois armée, argent, amis et repos. Maintenant, pour que ce repos dure, François, une seule chose est nécessaire. Laquelle ? Mon cousin a parlé tout à l'heure de donner un chef à tout ce grand mouvement. Oui, sans doute. Ce chef, vous le comprenez bien, François, ce ne peut être aucun de mes favoris. Aucun n'a à la fois la tête et le cœur nécessaires à une si grande fortune. Caylus est brave, mais le malheureux n'est occupé que de ses amours. Maugiron est brave, mais le vaniteux ne songe qu'à sa toilette. Schomberg est brave, mais ce n'est pas un profond esprit. Ses meilleurs amis sont forcés de l'avouer. D'Épernon est brave, mais c'est un franc hypocrite, à qui je ne me fierai pas un seul instant, quoique je lui fasse bon visage. Mais vous le savez, François, dit Henri avec un abandon croissant, c'est une des plus lourdes charges des rois que d'être forcés sans cesse de dissimuler. Aussi, tenez, ajouta Henri, quand je puis parler à cœur ouvert comme en ce moment, ah, je respire. Chicot referma les deux yeux. Eh bien, je disais donc, continua Henri, que si mon cousin de Guise a eu cette idée au développement de laquelle vous avez pris si bonne part, François, c'est à lui que doit revenir la charge de la mettre à exécution. Que dites-vous, sire ? S'écria François, haletant d'inquiétude. Je dis que, pour diriger un pareil mouvement, il faut un grand prince. Sire, prenez garde. Un bon capitaine,
un adroit négociateur. Un adroit négociateur, surtout, répéta le duc. Eh bien, François, est-ce que ce poste, sous tous les rapports, ne convient pas à monsieur de Guise? Voyons. Mon frère, dit François, monsieur de Guise est bien puissant déjà. Oui, sans doute, mais c'est sa puissance qui fait ma force. Le duc de Guise tient l'armée et la bourgeoisie. Le cardinal de Lorraine tient l'Église. Mayenne est un instrument aux mains des deux frères. Vous allez réunir bien des forces dans une seule maison. C'est vrai, dit Henri. J'y avais déjà songé, François. Si les Guises étaient princes français encore, cela se comprendrait. Leur intérêt serait de grandir la maison de France. Sans doute, mais tout au contraire, ce sont des princes lorrains. D'une maison toujours en rivalité avec la nôtre. Tenez, François, vous venez de toucher la plaie, Tudieu. Je ne vous croyais pas si bon politique. Eh bien, oui, voilà ce qui me fait maigrir, ce qui me fait blanchir les cheveux. Tenez, c'est cette élévation de la maison de Lorraine à côté de la nôtre. Il ne se passe pas 2 jours, voyez-vous, François, que ces 3 Guises, vous l'avez bien dit, à eux 3, ils tiennent tout. Il n'y a pas 2 jours que, soit le duc, soit le cardinal, soit Mayenne, l'un ou l'autre, enfin, par audace ou par adresse, soit par force, soit par ruse, ne m'enlève quelques lambeaux de mon pouvoir, quelques parcelles de mes prérogatives, sans que moi, pauvre, faible et isolé que je suis, je puisse réagir contre eux. Ah, François, si nous avions eu cette explication plus tôt, si j'avais pu lire dans votre cœur comme j'y lis en ce moment, certes, trouvant en vous un appui, j'eusse résisté mieux que je ne l'ai fait, mais maintenant, voyez-vous, il est trop tard. Pourquoi cela? Parce que ce serait une lutte, et qu'en vérité, toute lutte me fatigue. Je le nommerai donc chef de la Ligue. Et vous aurez tort, mon frère, dit François. Mais qui voulez-vous que je nomme, François? Qui acceptera ce poste périlleux? Oui, périlleux. Car ne voyez-vous pas quelle était son idée au duc? C'était que je le nommasse chef de cette ligue. Eh bien, tout homme que je nommerai à sa place deviendra son ennemi. Nommez un homme assez puissant pour que sa force, appuyée à la vôtre, n'ait rien à craindre de la force et de la puissance de ces 3 Lorrains réunis. Eh, mon bon frère, dit Henri, avec l'accent du découragement, je ne sais aucune personne qui soit dans les conditions que vous dites. Regardez autour de vous, sire. Autour de moi, je ne vois que vous et Chicot, mon frère, qui soyez véritablement mes amis. Oh, oh, murmura Chicot, est-ce qu'il me voudrait jouer quelque mauvais tour? Et il referma ses 2 yeux. Eh bien, dit le duc, vous ne comprenez pas, mon frère? Henri regarda le duc d'Anjou comme si un voile venait de lui tomber des yeux. Eh quoi? S'écria-t-il. François fit un mouvement de tête. Mais non, dit Henri, vous n'y consentirez jamais, François. La tâche est trop rude. Ce n'est pas vous, certainement, qui vous habitueriez à faire l'exercice à tous ces bourgeois. Ce n'est pas vous qui vous donneriez la peine de revoir les discours de leurs prédicateurs. Ce n'est pas vous qui, en cas de bataille, iriez faire le boucher dans les rues de Paris transformé en abattoir. Il faut être triple comme M. de Guise et avoir un bras droit qui s'appelle Charles et un bras gauche qui s'appelle Louis. Or le duc a fort bien tué le jour de la Saint-Barthélemy. Que vous en semble, François? Trop bien tué, sire? Oui, peut-être. Mais vous ne répondez pas à ma question, François. Quoi? Vous aimeriez faire le métier que je viens de dire? Vous vous fanteriez aux cuirasses faussées de ces badauds et aux casseroles qu'ils se mettent sur leur chef en guise de casque? Quoi? Vous vous feriez populaire? Vous, le suprême seigneur de notre cour? Mort de ma vie, mon frère, comme on change avec l'âge. Je ne ferai peut-être pas cela pour moi, sire, mais je le ferai certes pour vous. Bon frère, excellent frère, dit Henri en essuyant du bout du doigt une larme qui n'avait jamais existé. Donc, dit François, cela ne vous déplairait pas trop, Henri, que je me chargeasse de cette besogne que vous comptez confier à M. de Guise? Me déplaire, à moi? S'écria Henri.
Corne du diable. Non, cela ne me déplaît pas, cela me charme. Au contraire. Ainsi, vous aussi, vous aviez pensé à la Ligue. Tant mieux, mordieu, tant mieux. Ainsi, vous aussi vous aviez eu un petit bout de l'idée. Que dis-je, un petit bout? Le grand bout. D'après ce que vous m'avez dit, c'est merveilleux, sur ma parole. Je ne suis entourée, en vérité, que d'esprits supérieurs. Et je suis le grand âne de mon royaume. Oh, votre majesté raille. Moi? Dieu m'en préserve. La situation est trop grave. Je le dis comme je le pense, François. Vous me tirez d'un grand embarras, d'autant plus grand que, depuis quelque temps, voyez-vous, François, je suis malade. Mes facultés baissent. Miron m'explique cela souvent. Mais, voyons, revenons à la chose sérieuse. D'ailleurs, qu'ai-je besoin de mon esprit si je puis m'éclairer à la lumière du vôtre? Nous disons donc que je vous nommerai chef de la Ligue, hein? François tressaillit de joie. Oh, dit-il, si votre majesté me croyait digne de cette confiance. Confiance? Ah, François, confiance? Du moment où ce n'est pas monsieur de Guise qui est ce chef, de qui veux-tu que je me défie? De la Ligue elle-même? Est-ce que, par hasard, la Ligue me mettrait en danger? Parle, mon bon François, dis-moi tout. Oh, sire, fit le duc. Que je suis fou, reprit Henri. Dans ce cas, mon frère n'en serait pas le chef. Ou, mieux encore, du moment où mon chef en serait le chef, il n'y aurait plus de danger. Hein? C'est de la logique, cela, et notre pédagogue ne nous a pas volé notre argent. Non, ma foi, je n'ai pas de défiance. D'ailleurs, je connais encore assez d'hommes d'épée en France pour être sûr de dégainer en bonne compagnie contre la Ligue, le jour où la Ligue me gênera trop les coudes. C'est vrai, sire, répondit le duc avec une naïveté presque aussi bien affectée que celle de son frère. Le roi est toujours le roi. Chicot rouvrit un œil. Pardieu, dit Henri, mais malheureusement à moi aussi il me vient une idée. C'est incroyable combien il en pousse aujourd'hui. Il y a des jours comme cela. Quelle idée, mon frère? Demanda le duc, déjà inquiet, parce qu'il ne pouvait pas croire qu'un si grand bonheur s'accomplît sans empêchement. Eh, notre cousin de Guise, le père, ou plutôt qui se croit le père de l'invention. Notre cousin de Guise s'est probablement bouté dans l'esprit d'en être le chef. Il voudra aussi du commandement. Du commandement, sire? Sans doute. Sans aucun doute même. Il n'a probablement nourri la chose que pour que la chose lui profitât. Il est vrai que vous dites l'avoir nourri avec lui. Prenez garde, François, ce n'est pas un homme à être victime du sic vos non vobis. Vous connaissez Virgile, nidificatis aves. Oh, sire. François, je gagerais qu'il en a la pensée. Il me sait si insoucieux. Oui, mais du moment où vous lui aurez signifié votre volonté, il cédera. Ou fera semblant de céder. Et je vous l'ai déjà dit, prenez garde, François, il a le bras long, mon cousin de Guise. Je dirais même plus, je dirais qu'il a les bras longs. Et que pas un dans le royaume, pas même le roi, ne toucherait comme lui en les étendant d'une main aux Espagnes et de l'autre à l'Angleterre, à Don Juan d'Autriche et à Élisabeth. Bourbon avait l'épée moins longue que mon cousin de Guise, n'a le bras. Et cependant, il a fait bien du mal à François Ier, notre aïeul. Mais, dit François, si votre majesté le tient pour si dangereux, raison de plus pour me donner le commandement de la Ligue, pour le prendre entre mon pouvoir et le vôtre, et alors, à la première trahison qu'il entreprendra, pour lui faire son procès. Chicot rouvrit l'autre œil. Son procès. François, son procès. C'était bon pour Louis XI, qui était puissant et riche, de faire des procès et de faire dresser des échafauds. Mais moi, je n'ai pas même assez d'argent pour acheter tout le velours noir dont, en pareil cas, je pourrais avoir besoin. En disant ces mots, Henri, qui, malgré sa puissance sur lui-même, s'était animé sourdement, laissa percer un regard dont le duc ne put soutenir l'éclat. Chicot referma les deux yeux. Il se fit un silence d'un instant entre les deux princes. Le roi le rompit le premier.
Il faut donc tout ménager, mon cher François, dit-il. Pas de guerre civile, pas de querelle entre mes sujets. Je suis fils de Henri le Batailleur et de Catherine la Rusée. J'ai un peu de l'astuce de ma bonne mère. Je vais faire rappeler le duc de Guise, et je lui ferai tant de belles promesses que nous arrangerons votre affaire à l'amiable. Sire, s'écria le duc d'Anjou, vous m'accorderez le commandement, n'est-ce pas? Je le crois bien. Vous tenez à ce que je l'aie? Énormément. Vous le voulez, enfin? C'est mon plus grand désir, mais il ne faut pas cependant que cela déplaise trop à mon cousin de Guise. Eh bien, soyez tranquille, dit le duc d'Anjou. Si vous ne voyez à ma nomination que cet empêchement, je me charge, moi, d'arranger la chose avec le duc. Et quand cela? Tout de suite. Vous allez donc aller le trouver? Vous allez donc aller lui rendre visite? Oh, mon frère, songez-y. L'honneur est bien grand. Non pas, sire, je ne vais point le trouver. Comment cela? Il m'attend. Où? Chez moi? Chez vous. J'ai entendu les cris qui ont salué sa sortie du Louvre. Oui, mais après être sorti par la grande porte, il sera rentré par la poterne. Le roi avait droit à la première visite du duc de Guise, mais j'ai droit, moi, à la seconde. Ah, mon frère, dit Henri, que je vous sais gré de soutenir ainsi nos prérogatives, que j'ai la faiblesse d'abandonner quelquefois. Allez donc, François, et accordez-vous. Le duc prit la main de son frère et s'inclina pour la baiser. « Que faites-vous, François? Dans mes bras, sur mon cœur, s'écria Henri. C'est là votre véritable place. » Et les deux frères se tinrent embrassés à plusieurs reprises. Puis, après une dernière étreinte, le duc d'Anjou, rendu à la liberté, sortit du cabinet, traversa rapidement les galeries et courut à son appartement. Il fallait que son cœur, comme celui du premier navigateur, fût cerclé de chaînes et d'acier pour ne pas éclater de joie. Le roi, voyant son frère parti, poussa un grincement de colère et, s'élançant par le corridor secret qui conduisait à la chambre de Marguerite de Navarre, devenue celle du duc d'Anjou, il gagna une espèce de tambour d'où l'on pouvait entendre aussi facilement l'entretien qui allait avoir lieu entre les ducs d'Anjou et de Guise que Denis de sa cachette pouvait entendre la conversation de ses prisonniers. « Ventre de biche !» dit Chicot en rouvrant les deux yeux à la fois et en s'asseyant sur son derrière. « Que c'est touchant, les scènes de famille !» Je me suis cru un instant dans l'Olympe assistant à la réunion de Castor et Pollux, après leurs 6 mois de séparation. 14. Comment il est prouvé qu'écouter est le meilleur moyen pour entendre. Le duc d'Anjou avait rejoint son hôte, le duc de Guise, dans cette chambre de la reine de Navarre, où, autrefois, le Béarnais et Demouy avaient, à voix basse et la bouche contre l'oreille, arrêté leur projet d'évasion. C'est que le prudent Henri savait bien qu'il existait peu de chambres au Louvre qui ne fussent ménagées de manière à laisser arriver les paroles même dites à demi-voix à l'oreille de celui qui avait intérêt à les entendre. Le duc d'Anjou n'ignorait pas non plus ce détail si important, mais, complètement séduit par la bonhomie de son frère, il l'oublia ou n'y attacha aucune importance. Henri III, comme nous venons de le dire, entra dans son observatoire au moment où, de son côté, son frère entrait dans la chambre, de sorte qu'aucune des paroles des deux interlocuteurs n'échappa au roi. « Eh bien, monseigneur » demanda vivement le duc de Guise. « Eh bien, duc, la séance est levée. »« Vous étiez bien pâle, monseigneur. »« Visiblement, demanda le duc avec inquiétude. « Pour moi, oui, monseigneur. » Le roi n'a rien vu. « Rien, du moins à ce que je crois. Et sa majesté a retenu votre altesse ? Vous l'avez vu, duc ? » « Sans doute pour lui parler de la proposition que j'étais venu lui faire. »« Oui, monsieur. » Il y eut en ce moment un silence assez embarrassant dont Henri III, placé de manière à ne pas perdre une parole de leur entretien, comprit le sens. « Et que dit sa majesté, monseigneur ?» demanda le duc de Guise. « Le roi approuve l'idée. Mais plus l'idée est gigantesque, plus un homme tel que vous, mis à la tête de cette idée, lui semble dangereux. Alors nous sommes près d'échouer.
J'en ai peur, mon cher duc, et la ligue me paraît supprimée. Diable, fit le duc, ce serait mourir avant de naître, finir avant d'avoir commencé. Ils ont autant d'esprit l'un que l'autre, dit une voix basse et mordante, retentissant à l'oreille de Henri, penché sur son observatoire. Henri se retourna vivement et vit le grand corps de Chicot courbé pour écouter à son trou, comme lui écoutait au sien. « Tu m'as suivi, coquin !» s'écria le roi. « Tais-toi, dit Chicot en faisant un geste de la main. « Tais-toi, mon fils, tu m'empêches d'entendre. » Le roi haussa les épaules, mais, comme Chicot était, à tout prendre, le seul être humain auquel il eût entière confiance, il se remit à écouter. Le duc de Guise venait de reprendre la parole. « Monseigneur, disait-il, il me semble que, dans ce cas, le roi eût tout de suite annoncé son refus. Il m'a fait assez mauvais accueil pour m'oser dire toute sa pensée. Veut-il m'évincer, par hasard ?»« Je le crois, dit le prince avec hésitation. »« Il ruinerait l'entreprise, alors. »« Assurément, reprit le duc d'Anjou. Et, comme vous avez engagé l'action, j'ai dû vous seconder de toutes mes ressources, et je l'ai fait. »« En quoi, monseigneur ?»« En ceci, que le roi m'a laissé à peu près maître de vivifier ou de tuer à jamais la Ligue. »« Et comment cela ?» dit le duc Lorrain, dont le regard étincela malgré lui. « Écoutez, cela est toujours soumis à l'approbation des principaux meneurs, vous le comprenez bien. Si, au lieu de vous expulser et de dissoudre la Ligue, il nommait un chef favorable à l'entreprise, si, au lieu d'élever le duc de Guise à ce poste, il y plaçait le duc d'Anjou. »« Ah !» fit le duc de Guise, qui ne put ni retenir l'exclamation, ni comprimer le sang qui lui montait au visage. « Bon, dit Chicot, les deux dogues vont se battre sur leurs os. » Mais, à la grande surprise de Chicot, et surtout du roi, qui, sur cette matière, en savait moins que Chicot, le duc de Guise cessa tout à coup de s'étonner et de s'irriter, et, reprenant d'une voix calme et presque joyeuse, « Vous êtes un adroit politique, monseigneur, dit-il, si vous avez fait cela. »« Je l'ai fait, répondit le duc. »« Bien rapidement. » Oui, mais il faut le dire, la circonstance m'aidait, et j'en ai profité. Toutefois, mon cher duc, ajouta le prince, rien n'est arrêté, et je n'ai pas voulu conclure avant de vous avoir vu. Comment cela, monseigneur ? Parce que je ne sais encore à quoi cela nous mènera. Je le sais bien, moi, dit Chicot. C'est un petit complot, dit Henri en souriant. Et dont M. de Morvilliers, qui est toujours si bien informé, à ce que tu prétends, ne te parlait cependant pas. Mais laisse-nous écouter, cela devient intéressant. Eh bien, je vais vous dire, moi, monseigneur, non pas à quoi cela nous mènera, car Dieu seul le sait, mais à quoi cela peut nous servir, reprit le duc de Guise. La Ligue est une seconde armée. Or, comme je tiens la première, comme mon frère le cardinal tient l'Église, rien ne pourra nous résister tant que nous resterons unis. Sans compter, dit le duc d'Anjou, que je suis l'héritier présomptif de la couronne. Ah ah, fit Henri. Il a raison, dit Chicot. C'est ta faute, mon fils. Tu sépares toujours les deux chemises de Notre-Dame de Chartres. Puis, monseigneur, tout héritier présomptif de la couronne que vous êtes, calculez les mauvaises chances. Duc, croyez-vous que ce ne soit point fait déjà, et que je ne les ai pas 100 fois pesées toutes ? Il y a d'abord le roi de Navarre. Oh, il ne m'inquiète pas, celui-là. Il est tout occupé de ses amours avec la fosseuse. Celui-là, monseigneur, celui-là vous disputera jusqu'au cordon de votre bourse. Il est râpé, il est maigre, il est affamé. Il ressemble à ces chats de gouttière à qui la simple odeur d'une souris fait passer des nuits tout entières sur une lucarne, tandis que le chat engraissé, fourré, emmitouflé, ne peut, tant sa patte est lourde, tirer sa griffe de son fourreau de velours. Le roi de Navarre vous guette. Il est à l'affût. Il ne perd pas de vue ni vous, ni votre frère. Il a faim de votre trône. Attendez qu'il arrive un accident à celui qui est assis dessus. Vous verrez si le chat maigre a des muscles élastiques, et si d'un seul bond il ne sautera pas, pour vous faire sentir sa griffe, de Pau à Paris. Vous verrez, monseigneur, vous verrez.
Un accident à celui qui est assis sur le trône, répéta lentement François en fixant ses yeux interrogateurs sur le duc de Guise. Hé hé, fit Chicot, écoute, Henri. Ce Guise dit, ou plutôt va dire, des choses fort instructives et dont je te conseille de faire ton profit. Oui, monseigneur, répéta le duc de Guise. Un accident. Les accidents ne sont pas rares dans votre famille, vous le savez comme moi, et peut-être même mieux que moi. Tel prince est en bonne santé, qui tout à coup tombe en langueur. Tel autre compte encore sur de longues années, qui n'a déjà plus que des heures à vivre. Entends-tu, Henri, entends-tu, dit Chicot en prenant la main du roi qui, frissonnante, se couvrait d'une sueur froide. Oui, c'est vrai, dit le duc d'Anjou d'une voix si sourde que, pour l'entendre, le roi et Chicot furent forcés de redoubler d'attention. C'est vrai, les princes de ma maison naissent sous des influences fatales. Mais mon frère Henri III est, Dieu merci, valide et sain. Il a supporté autrefois les fatigues de la guerre, et il y a résisté. À plus forte raison, résistera-t-il maintenant que sa vie n'est plus qu'une suite de récréations, récréations qu'il supporte aussi bien qu'il supporta autrefois la guerre. Oui, mais, monseigneur, souvenez-vous d'une chose, reprit le duc, c'est que les récréations auxquelles se livrent les rois en France ne sont pas toujours sans danger. Comment est mort votre père, le roi Henri II, par exemple, lui qui aussi avait échappé heureusement aux dangers de la guerre, dans une de ces récréations dont vous parlez? Le fer de la lance de Montgomery était une arme courtoise, c'est vrai, mais pour une cuirasse, et non pas pour un œil. Aussi, le roi Henri II est mort, et c'est là un accident que je pense. Vous me direz que, 15 ans après cet accident, la reine-mère a fait prendre M. de Montgomery, qui se croyait en plein bénéfice de prescription, et l'a fait décapiter. Cela est vrai, mais le roi n'en est pas moins mort. Quant à votre frère, le feu roi François, voyez comme sa faiblesse d'esprit lui a fait tort dans l'esprit des peuples. Il est mort bien malheureusement aussi, ce digne prince. Vous l'avouerez, monseigneur, un mal d'oreille, qui diable prendrait cela pour un accident? C'en était un, cependant, et des plus graves. Aussi ai-je plus d'une fois entendu dire au camp, par la ville et à la cour même, que cette maladie mortelle avait été versée dans l'oreille du roi François II par quelqu'un qu'on avait grand tort d'appeler le hasard, attendu qu'il portait un autre nom très connu. « Duc, murmura François en rougissant. « Oui, monseigneur, oui, continua le duc. Le nom de roi porte malheur depuis quelque temps. Qui dit roi dit aventuré. Voyez Antoine de Bourbon. C'est bien certainement ce nom de roi qui lui a valu dans l'épaule ce coup d'arquebuse, accident qui, pour tout autre qu'un roi, n'eût été nullement mortel, et à la suite duquel il est cependant mort. L'œil, l'oreille et l'épaule ont causé bien du deuil en France, et cela me rappelle même que votre monsieur de Bussy a fait de jolis vers à cette occasion. »« Quels vers ?» demanda Henri. « Allons donc, fit Chicot. Est-ce que tu ne les connais pas ? » ?»« Non. Mais tu serais donc décidément un vrai roi, que l'on te cache ces choses-là. Je vais te les dire, moi. Écoute. Par l'oreille, l'épaule et l'œil, la France eut 3 rois au cercueil. Par l'oreille, l'œil et l'épaule, il mourut 3 rois dans la Gaule. Mais chut, chut, j'ai dans l'idée que ton frère va dire quelque chose de plus intéressant encore. Mais le dernier vers, je te le dirai plus tard, quand monsieur de Bussy de son Sixin aura fait un 10. Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'il manque 2 personnages au tableau de famille. Mais écoute, monsieur de Guise va parler, et il ne les oubliera point, lui. En effet, en ce moment, le dialogue recommença. Sans compter, monseigneur, reprit le duc de Guise, que l'histoire de vos parents et de vos alliés n'est pas tout entière dans les vers de Bussy. Quand je te le disais, fit Chicot en poussant Henri du coude. Vous oubliez Jeanne d'Albret, la mère du Béarnais, qui est morte par le nez pour avoir respiré une paire de gants parfumés qu'elle achetait au pont Saint-Michel chez le Florentin. Accident bien inattendu, et qui surprit d'autant plus tout le monde
que l'on connaissait des gens qui, en ce moment-là, avaient bien besoin de cette mort. N'irez-vous, monseigneur, que cette mort vous ait fort surpris ?» Le duc ne fit d'autre réponse qu'un mouvement de sourcils qui donna à son regard enfoncé une expression plus sombre encore. « Et l'accident du roi Charles IX, que votre Altesse oublie, dit le duc. En voilà un cependant qui mérite d'être relaté. Lui, ce n'est ni par l'œil, ni par l'oreille, ni par l'épaule, ni par le nez que l'accident l'a saisi, c'est par la bouche. »« Plaît-il » s'écria François. Et Henri III entendit retentir sur le parquet sonore le pas de son frère qui reculait d'épouvante. « Oui, monseigneur, par la bouche, » répéta Guise. « C'est dangereux, les livres de chasse dont les pages sont collées les unes aux autres, et qu'on ne peut feuilleter qu'en portant son doigt à sa bouche à chaque instant. Cela corrompt la salive, les vieux bouquins, et un homme, fût-ce un roi, ne va pas loin quand il a la salive corrompue. »« Duc, duc, » répéta 2 fois le prince, « je crois qu'à plaisir vous forgez des crimes. »« Des crimes ?» demanda Guise. « Et qui donc vous parle de crimes, monseigneur ? Je relate des accidents, voilà tout. »« Des accidents, entendez-vous bien ? Il n'a jamais été question d'autre chose que d'accident. N'est-ce pas aussi un accident que cette aventure arrivée au roi Charles IX à la chasse ? »« Tiens, dit Chicot, voilà du nouveau pour toi, qui est chasseur, Henri. Écoute, écoute, ce doit être curieux. »« Je sais ce que c'est, dit Henri. »« Oui, mais je ne le sais pas, moi. Je n'étais pas encore présenté à la cour. Laisse-moi donc écouter, mon fils. »« Vous savez, monseigneur, de quelle chasse je veux parler ? » continua le prince Lorrain. « Je veux parler de cette chasse où, dans la généreuse intention de tuer le sanglier qui revenait sur votre frère, vous fîtes feu avec une telle précipitation qu'au lieu d'atteindre l'animal que vous visiez, vous atteignîtes celui que vous ne visiez pas. Ce coup d'arquebuse, monseigneur, prouve mieux que toute autre chose combien il faut se défier des accidents. À la cour, en effet, tout le monde connaît votre adresse, monseigneur. Jamais votre Altesse ne manque son coup, et vous avez dû être bien étonné d'avoir manqué le vôtre, surtout lorsque la malveillance a propagé que cette chute du roi sous son cheval pouvait causer sa mort, si le roi de Navarre n'avait si heureusement mis à mort le sanglier que votre Altesse avait manqué, elle. « Eh bien, mais, dit le duc d'Anjou en essayant de reprendre l'assurance que l'ironie du duc de Guise venait de battre si cruellement en brèche, quel intérêt avais-je donc à la mort du roi mon frère, puisque le successeur de Charles IX devait se nommer Henri III. Un instant, monseigneur, entendons-nous. Il y avait déjà un trône vacant, celui de Pologne. La mort du roi Charles IX en laissait un autre, celui de France. Sans doute, je le sais bien, votre frère aîné eût incontestablement choisi le trône de France. Mais c'était encore un pis-aller fort désirable que le trône de Pologne. Il y a bien des gens qui, à ce qu'on m'assure, ont ambitionné le pauvre petit trônelet du roi de Navarre. Puis, d'ailleurs, cela vous rapprochait toujours d'un degré, et c'était alors à vous que profitaient les accidents. Le roi Henri III est bien revenu de Varsovie en 10 jours, hein. Pourquoi n'eussiez-vous pas fait, en cas d'accident toujours, ce qu'a fait le roi Henri III ? Henri III regarda Chicot, qui, à son tour, regarda le roi. Non plus avec cette expression de malice et de sarcasme qu'on lisait d'ordinaire dans l'œil du fou, mais avec un intérêt presque tendre qui s'effaça presque aussitôt sur son visage bronzé par le soleil du midi. « Que concluez-vous, duc ?» demanda alors le duc d'Anjou, mettant, ou plutôt essayant de mettre fin à cet entretien dans lequel venait de percer tout le mécontentement du duc de Guise. « Monseigneur, je conclus que chaque roi a son accident, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Or, vous êtes l'accident inévitable du roi Henri III, surtout si vous êtes chef de la Ligue. Attendu qu'être chef de la Ligue,
c'est presque être le roi du roi, sans compter qu'en vous faisant chef de la Ligue, vous supprimez l'accident du règne prochain de votre Altesse, c'est-à-dire le Béarnais. Prochain ? L'entends-tu ? S'écria Henri III. Ventre de biche, je le crois bien que j'entends, dit Chicot. Ainsi, dit le duc de Guise. Ainsi, répéta le duc d'Anjou, j'accepterai. C'est votre avis, n'est-ce pas ? Comment donc ? Dit le prince Lorrain. Je vous en supplie d'accepter, monseigneur. Et vous, ce soir ? Oh, soyez tranquille. Depuis ce matin, mes hommes sont en campagne. Et ce soir, Paris sera curieux. Que fait-on donc ce soir à Paris ? Demanda Henri. Comment ? Tu ne devines pas ? Non. Oh, que tu es niais, mon fils. Ce soir, on signe la Ligue. Publiquement, s'entend, car il y a longtemps qu'on la signe et qu'on la resigne en cachette. On n'attendait que ton aveu. Tu l'as donné ce matin, et l'on signe ce soir, ventre de biche. Tu le vois, Henri, tes accidents, car tu en as 2, toi. Tes accidents ne perdent pas de temps. C'est bien, dit le duc d'Anjou. À ce soir, duc. Oui, à ce soir, dit Henri. Comment, reprit Chicot, tu t'exposeras à courir les rues de la capitale ce soir, Henri ? Sans doute. Tu as tort, Henri. Pourquoi cela ? Gare les accidents. Je serai bien accompagné, sois tranquille. D'ailleurs, viens avec moi. Allons donc. Tu me prends pour un huguenot, mon fils ? Non pas, je suis bon catholique, moi, et je veux signer la Ligue, et cela plutôt 10 fois qu'une, plutôt 100 fois que 10. Les voix du duc d'Anjou et du duc de Guise s'éteignirent. Encore un mot, dit le roi en arrêtant Chicot, qui tendait à s'éloigner. Que penses-tu de tout ceci ? Je pense que chacun des rois, vos prédécesseurs, ignorait son accident. Henri II n'avait pas prévu l'œil, François II n'avait pas prévu l'oreille, Antoine de Bourbon n'avait pas prévu l'épaule, Jeanne d'Albret n'avait pas prévu le nez, Charles IX n'avait pas prévu la bouche. Vous avez donc un grand avantage sur eux, maître Henri. Car, ventre de biche, vous connaissez votre frère, n'est-ce pas, sire ? Oui, dit Henri, et par là, mordieu, avant peu, on s'en apercevra. 15. La soirée de la Ligue. Paris, tel que nous le connaissons, n'a plus dans ses fêtes qu'un bruit plus ou moins grand, qu'une foule plus ou moins considérable. Mais c'est toujours le même bruit, c'est toujours la même foule. Le Paris d'autrefois avait plus que cela. Le coup d'œil était beau, à travers ces rues étroites, au pied de ces maisons à balcons, à poutrelles et à pignons, dont chacune avait son caractère. De voir les myriades de gens pressés qui se ruaient vers un même point, occupés en chemin de se regarder, de s'admirer, de se huer les uns les autres, à cause de l'étrangeté de celui-ci ou de celui-là. C'est qu'autrefois, habits, armes, langage, gestes, voix, allures, tout faisait un détail curieux, et ces 1000 détails assemblés sur un seul point composaient un tout des plus intéressants. Or voilà ce qu'était Paris, à 8 heures du soir, le jour où M. de Guise, après sa visite au roi et sa conversation avec M. le duc d'Anjou, imagina de faire signer la Ligue aux bourgeois de la bonne ville, capitale du royaume. Une foule de bourgeois vêtus de leurs plus beaux habits, comme pour une fête, ou couverts de leurs plus belles armes, comme pour une revue ou un combat, se dirigeaient vers les églises. La contenance de tous ces hommes mus par un même sentiment et marchant vers un même but était à la fois joyeuse et menaçante, surtout lorsqu'ils passaient devant un poste de Suisse ou de chevaux légers. Cette contenance, et notamment les cris, les huées et les bravades qui l'accompagnaient, eussent donné de l'inquiétude à M. de Morvilliers, si ce magistrat n'eût connu ces bons Parisiens, gens railleurs et agaçants, mais incapables de faire du mal les premiers, à moins qu'un méchant ami ne les y pousse, ou qu'un ennemi imprudent ne les provoque.
Ce qui ajoutait encore au bruit que faisait cette foule, et surtout à la variété du coup d'œil qu'elle présentait, c'est que beaucoup de femmes, dédaignant de garder la maison pendant un si grand jour, avaient, de gré ou de force, suivi leur mari. Quelques-unes avaient fait mieux encore. Elles avaient amené la kyrielle de leurs enfants. Et c'était une chose curieuse à voir que ces marmots attelés aux monstrueux mousquets, aux sabres gigantesques ou aux terribles hallebardes de leurs pères. En effet, dans tous les temps, dans toutes les époques, dans tous les siècles, le gamin de Paris aima toujours à traîner une arme quand il ne pouvait pas encore la porter, ou à l'admirer chez autrui quand il ne peut pas la traîner lui-même. De temps en temps, un groupe, plus animé que les autres, faisait voir le jour aux vieilles épées en les tirant du fourreau. C'était surtout lorsqu'on passait devant quelque logis flairant son huguenot que cette démonstration hostile avait lieu. Alors les enfants criaient à tue-tête « À la Saint-Barthélemy !»« Maille, maille !» tandis que les pères criaient « Au fagot, les parpaillots ! Au fagot, au fagot !» Ces cris attiraient d'abord aux croisées quelques figures pâles de vieilles servantes ou de noirs ministres, et causaient ensuite un bruit de verrou à la porte de la rue. Alors le bourgeois, heureux et fier d'avoir, comme le lièvre de la fontaine, fait peur à plus poltron que soi, continuait son chemin triomphal et colportait en d'autres lieux sa bruyante et inoffensive menace. Mais c'était rue de l'Arbre Sec, surtout, que le rassemblement était le plus considérable. La rue était littéralement interceptée, et la foule se portait, pressée et tumultueuse, vers un falot brillant, suspendu au-dessous d'une enseigne, que bon nombre de nos lecteurs reconnaîtront quand nous leur dirons que cette enseigne représentait un poulet au naturel tournant sur fond d'azur, avec cette légende « À la belle étoile ». Au seuil de ce logis, un homme remarquable par son bonnet de coton carré, selon la mode de l'époque, lequel recouvrait une tête parfaitement chauve, pérorait et argumentait. D'une main, ce personnage brandissait une épée nue, et de l'autre, il agitait un registre aux feuilles à demi couvertes déjà de signatures, en criant « Venez, venez, braves catholiques, entrez à l'hôtellerie de la Belle Étoile, où vous trouverez bon vin et bon visage. Venez, le moment est propice. Cette nuit, les bons seront séparés des méchants. Demain matin, l'on connaîtra le bon grain et l'on connaîtra l'ivraie. Venez, messieurs, vous qui savez écrire, venez et écrivez. Vous qui ne savez pas écrire, venez encore et confiez vos noms et vos prénoms, soit à moi, maître la Hurière, soit à mon aide, monsieur Croquentin. » En effet, monsieur Croquentin, jeune drôle du Périgord, vêtu de blanc comme Éliassin, et le corps entouré d'une corde dans laquelle un couteau et une écritoire se disputaient l'espace compris entre la dernière et l'avant-dernière côte, monsieur Croquentin, disons-nous, écrivait d'avance les noms de ses voisins, et en tête celui de son respectable patron, maître la Hurière. « Messieurs, c'est pour la messe !» criait à tue-tête l'aubergiste de la Belle Étoile. « Messieurs, c'est pour la sainte religion !»« Vive la sainte religion, messieurs! Vive la messe! Ah !» Et il étranglait d'émotion et de lassitude, car cet enthousiasme durait depuis 4 heures de l'après-midi. Il en résultait que beaucoup de gens, animés du même zèle, signaient sur le registre de maître la Hurière s'ils savaient écrire, et livraient leur nom à Croquentin s'ils ne le savaient pas. La chose était d'autant plus flatteuse pour la Hurière que le voisinage de Saint-Germain-l'Auxerrois lui faisait une terrible concurrence. Mais heureusement, les fidèles étaient nombreux à cette époque, et les 2 établissements, au lieu de se nuire, s'alimentaient. Ceux qui n'avaient pas pu pénétrer dans l'église pour aller déposer leur nom sur le maître-autel où l'on signait, tâchaient de se glisser jusqu'au tréteau où la Hurière tenait son double secrétariat, et ceux qui avaient échoué au double secrétariat de la Hurière gardaient l'espérance d'être plus heureux à Saint-Germain-l'Auxerrois. Quand le registre de la Hurière et celui de Croquentin furent pleins tous deux, le maître de la Belle Étoile en fit incontinent demander 2 autres, afin qu'il n'y eût aucune interruption dans les signatures, et les invitations recommencèrent de plus belle de la part de l'hôtelier et de son chef, fiers de ce premier résultat qui devait faire enfin à maître la Hurière
dans l'esprit de M. de Guise, la haute position à laquelle il aspirait depuis si longtemps. Tandis que les signataires des nouveaux registres se livraient aux élans d'un zèle qui allait sans cesse s'augmentant et refluait, comme nous l'avons dit, d'une rue et même d'un quartier à l'autre, on vit arriver, à travers la foule, un homme de haute taille, lequel, se frayant un passage en distribuant bon nombre de bourrades et de coups de pied, parvint jusqu'au registre de M. Croquentin. Arrivé là, il prit la plume des mains d'un honnête bourgeois qui venait d'apposer sa signature ornée d'un paraphe tremblotant, et traça son nom en lettres d'un demi-pouce sur une page toute blanche qui se trouva noire du cou, et sabrant un héroïque paraphe enjolivé d'éclaboussures et tortillé comme le labyrinthe de Dédale, il passa la plume à un aspirant qui faisait queue derrière lui. « Chicot » lut le futur signataire. « Peste ! Voici un monsieur qui écrit superbement. » Chicot, car c'était lui, qui n'ayant pas, comme nous l'avons vu, voulu accompagner Henri, courait la ligue pour son propre compte. Chicot, après avoir fait acte de présence au registre de M. Croquentin, passa aussitôt à celui de maître La Hurière. Celui-ci avait vu la flamboyante signature, et il avait envié pour lui un si glorieux paraphe. Chicot fut donc reçu, non pas à bras ouverts, mais à registre ouvert, et, prenant la plume d'un marchand de laine de la rue de Béthisy, il écrivit une seconde fois son nom avec une griffe 100 fois plus magnifique encore que la première. Après quoi, il demanda à La Hurière s'il n'avait pas un troisième registre. La Hurière n'entendait pas raillerie. C'était un mauvais hôte hors de son auberge. Il regarda Chicot de travers, Chicot le regarda en face. La Hurière murmura le nom de Parpaillot. Chicot mâchonna celui de Gargotier. La Hurière lâcha son registre pour porter la main à son épée. Chicot déposa la plume pour être à même de tirer la sienne du fourreau. Enfin, selon toute probabilité, la scène allait se terminer par quelque estocade dont l'hôtelier de la Belle Étoile eût, sans aucun doute, été le mauvais marchand, lorsque Chicot se sentit pincé au coude et se retourna. Celui qui le pinçait, c'était le roi, déguisé en simple bourgeois, et ayant à ses côtés Caylus et Maugiron, déguisés comme lui, et portant, outre leurs rapières, chacun une arquebuse sur l'épaule. « Eh bien, dit le roi, qu'y a-t-il ? De bons catholiques qui se disputent entre eux. Par la mort Dieu, c'est d'un mauvais exemple. »« Mon gentilhomme, dit Chicot, sans faire semblant de reconnaître Henri. Prenez-vous-en à qui de droit ? Voilà un maraud qui braille après les passants pour qu'on signe sur son registre, et quand on a signé, il braille plus haut encore. » L'attention de La Hurière fut détournée par de nouveaux amateurs, et une bousculade sépara de l'établissement du fanatique hôtelier Chicot, le roi et les mignons qui se trouvèrent dominer l'assemblée, montés qu'ils étaient sur le seuil d'une porte. « Quel feu !» dit Henri. « Et qu'il fait bon ce soir pour la religion dans les rues de ma bonne ville. »« Oui, sire, mais il fait mauvais pour les hérétiques, et votre majesté sait qu'on la tient pour telle. Regardez à gauche encore, là, bien. Que voyez-vous ? Ah ah, la large face de M. de Mayenne et le museau pointu du cardinal. Chut, sire. On joue à coup sûr quand on sait où sont nos ennemis et que nos ennemis ne savent point où nous sommes. Crois-tu donc que j'ai quelque chose à craindre ? Eh, bon Dieu, dans une foule comme celle-ci, on ne peut répondre de rien. On a un couteau tout ouvert dans sa poche. Ce couteau entre ingénument dans le ventre du voisin, sans savoir ce qu'il fait, par ignorance. Le voisin pousse un juron et rend l'âme. Tournons d'un autre côté, sire. Ai-je été vu ? Je ne crois pas, mais vous le serez indubitablement si vous restez plus longtemps ici. Vive la messe ! Vive la messe ! Cria un flot de peuple qui venait des halles et s'engouffrait, comme une marée qui monte, dans la rue de l'Arbre Sec. Vive Monsieur de Guise ! Vive le cardinal ! Vive Monsieur de Mayenne ! Répondit la foule, stationnant à la porte de La Hurière, laquelle venait de reconnaître les deux princes lorrains. « Oh oh ! Quels sont ces cris ?» dit Henri III en fronçant le sourcil. « Ce sont des cris qui prouvent que chacun est bien à sa place.
et devrait y rester. Monsieur de Guise, dans les rues, et vous au Louvre. Allez au Louvre, sire. Allez au Louvre. Viens-tu avec nous? Moi? Oh, non pas. Tu n'as pas besoin de moi, mon fils. Tu as tes gardes du corps ordinaires. En avant, Kélus. En avant, Maugiron. Moi, je veux voir le spectacle jusqu'au bout. Je le trouve curieux, sinon amusant. Où vas-tu? Je vais mettre mon nom sur les autres registres. Je veux que demain, il y ait 1000 autographes de moi qui courent les rues de Paris. Nous voilà sur le quai. Bonsoir, mon fils. Tire à droite, je tirerai à gauche. Chacun son chemin. Je cours à Saint-Méry entendre un fameux prédicateur. Oh oh, qu'est-ce encore que ce bruit? Dit tout à coup le roi. Et pourquoi court-on ainsi du côté du Pont-Neuf? Chicot se haussa sur la pointe des pieds, mais il ne put rien voir qu'une masse de peuple criant, hurlant, se bousculant, et qui paraissait porter quelqu'un ou quelque chose en triomphe. Tout à coup, les ondes du populaire s'ouvrirent au moment où le quai, en s'élargissant en face de la rue des Lavandières, permit à la foule de se répandre à droite et à gauche. Et, comme le monstre apporté par le flot jusqu'au pied d'Hippolyte, un homme, qui semblait être le personnage principal de cette scène burlesque, fut poussé par ces vagues humaines jusqu'au pied du roi. Cet homme était un moine monté sur un âne. Le moine parlait et gesticulait. L'âne brillait. « Ventre de biche !» dit Chicot, sitôt qu'il eut distingué l'homme et l'animal qui venaient d'entrer en scène, l'un portant l'autre. « Je te parlais d'un fameux prédicateur qui prêchait à Saint-Méry. Il n'est plus nécessaire d'aller si loin. Écoute un peu celui-là. »« Un prédicateur à âne ?» dit Kélus. « Pourquoi pas, mon fils ?»« Mais c'est Silène, » dit Maugiron. « Lequel est le prédicateur ?» dit Henri. « Ils parlent tous deux en même temps. »« C'est celui du bas qui est le plus éloquent, » dit Chicot, « mais c'est celui du haut qui parle le mieux le français. Écoute, Henri, écoute. »« Silence !» cria-t-on de tous côtés. « Silence !»« Silence !» cria Chicot d'une voix qui domina toutes les voix. Chacun se tut. On fit cercle autour du moine et de l'âne. Le moine entama l'exorde. « Mes frères, dit-il, Paris est une superbe ville. Paris est l'orgueil du royaume de France. Et les Parisiens sont un peuple de gens spirituels. La chanson le dit. » Et le moine se mit à chanter à pleine gorge. « Parisien, mon bel ami, que tu sais de science. » Mais à ces mots, ou plutôt à cet air, l'âne mêla son accompagnement si haut et avec tant d'acharnement qu'il coupa la parole à son cavalier. Le peuple éclata de rire. « Tais-toi, Panurge, tais-toi donc !» cria le moine. « Tu parleras à ton tour, mais laisse-moi parler le premier. » L'âne se tut. « Mes frères, continua le prédicateur, la terre est une vallée de douleur où l'homme, pour la plupart du temps, ne peut se désaltérer qu'avec ses larmes. »« Mais il est ivre-mort, dit le roi. »« Parbleu, fit Chicot. »« Moi qui vous parle, continua le moine, tel que vous me voyez. Je reviens d'exil, comme les Hébreux. Et depuis 8 jours, nous ne vivons que d'aumônes et de privations, Panurge et moi. »« Qu'est-ce que Panurge ?» demanda le roi. « Le supérieur de son couvent, selon toute probabilité, dit Chicot. Mais laisse-moi écouter, le bonhomme me touche. »« Qui m'a valu cela, mes amis? C'est Hérode. Vous savez de quel Hérode je veux parler. »« Et toi aussi, mon fils, dit Chicot. Je t'ai expliqué l'anagramme. »« Drôle. »« À qui parles-tu? À moi, au moine ou à l'âne? »« À tous les trois. »« Mes frères, continua le moine, voici mon âne que j'aime comme une brebis. Il vous dira que nous sommes venus de Villeneuve-le-Roi, ici, en 3 jours, pour assister à la grande solennité de ce soir. Et comment sommes-nous venus? La bourse vide, le gosier sec. Mais rien ne nous a coûté, à Panurge et à moi. Mais qui diable appelle-t-il donc Panurge? Demanda Henri, que ce nom pantagruélique préoccupait. Nous sommes donc venus, continua le moine, et nous sommes arrivés pour voir ce qui se passe. Seulement,
Nous voyons, mais nous ne comprenons pas. Que se passe-t-il, mes frères? Est-ce aujourd'hui qu'on dépose Hérode? Est-ce aujourd'hui que l'on met frère Henri dans un couvent? Oh oh, dit Kélus, j'ai bien envie de mettre cette grosse futaille en Perse. Qu'en dis-tu, Maugiron? Bah, dit Chicot, tu te fâches pour si peu, Kélus? Est-ce que le roi ne s'y met pas tous les jours dans un couvent? Crois-moi donc, Henri, si on ne te fait que cela, tu n'auras pas à te plaindre. N'est-ce pas, Panurge? L'âne, interpellé par son nom, dressa les oreilles et se mit à braire d'une façon terrible. « Oh, Panurge! Oh! dit le moine. Avez-vous des passions? Messieurs, continua-t-il, je suis sorti de Paris avec 2 compagnons de route. Panurge, qui est mon âne, et monsieur Chicot, qui est le fou de sa majesté. Messieurs, pouvez-vous me dire ce qu'est devenu mon ami Chicot? Chicot fit la grimace. Ah, dit le roi, c'est ton ami? Kélus et Maugiron éclatèrent de rire. Il est beau, continua le roi, ton ami, et respectable surtout. Comment l'appelle-t-on? C'est Gorenflot, Henri. Tu sais, ce cher Gorenflot, dont monsieur de Morvilliers t'a déjà touché 2 mots. L'incendiaire de Sainte-Geneviève? Lui-même. En ce cas, je vais le faire pendre. Impossible. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas de cou. Mes frères, continua Gorenflot, mes frères, vous voyez un véritable martyr. Mes frères, c'est ma cause que l'on défend en ce moment, ou plutôt c'est celle de tous les bons catholiques. Vous ne savez pas ce qui se passe en province et ce que brassent les huguenots. Nous avons été obligés d'en tuer un à Lyon qui prêchait la révolte. Tant qu'il en restera une seule couvée par toute la France, les bons cœurs n'auront pas un instant de tranquillité. Exterminons donc les huguenots. Aux armes, mes frères, aux armes. Plusieurs voix répétèrent. Aux armes. Par la mort Dieu, dit le roi, fais taire ce soulard, ou il va nous faire une seconde Saint-Barthélemy. Attends, dit Chicot. Et, prenant une sarbacane des mains de Kélus, il passa derrière le moine et lui allongea de toute sa force un coup de l'instrument creux et sonore sur l'omoplate. « Au meurtre !» cria le moine. « Tiens, c'est toi, » dit Chicot en passant sa tête sous le bras du moine. « Comment vas-tu, Frocard ?»« À mon aide, monsieur Chicot, à mon aide !» s'écria Gorenflot. « Les ennemis de la foi veulent m'assassiner. Mais je ne mourrai pas sans que ma voix se fasse entendre. Au feu, les huguenots! Au fagot, le béarnais! Veux-tu te taire, animal? Au diable, les Gascons! Continua le moine. En ce moment, un second coup, non pas de sarbacane, mais de bâton, tomba sur l'autre épaule de Gorenflot, qui, cette fois, poussa véritablement un cri de douleur. Chicot, étonné, regarda autour de lui, mais il ne vit que le bâton. Le coup avait été détaché par un homme qui venait de se perdre dans la foule, après avoir administré cette correction volante à frère Gorenflot. « Oh oh, dit Chicot, qui diable nous venge ainsi? Serait-ce quelque enfant du pays? Il faut que je m'en assure. » Et il se mit à courir après l'homme au bâton, qui se glissait le long du quai, escorté d'un seul compagnon. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager.